Bienvenue tout le monde, merci d'être là, merci pour votre intérêt sur ce sujet des véhicules de piste et des batteries. Ah, je vois qu'il y a encore du monde qui se connecte, je les fais rentrer au fil de l'eau. Donc c'est Aude, un Je m'occupe de la salle d'attente. super, merci Cécile. Donc c'est un webinaire qui diffère un petit peu des précédents qu'on avait organisés sur le sujet des véhicules de piste, parce que là, on ne va pas parler de financement, on va vraiment s'intéresser aux différentes solutions, à la technique, à l'entretien pour préserver les véhicules et les batteries le plus longtemps possible. Et on va également parler de réglementation et d'assurance pour que tout le monde soit au même niveau d'information là-dessus. Donc, avant de commencer, quelques informations pratiques. Donc cette réunion, elle va durer à peu près 1 heure et on aura évidemment un temps de questions à la fin en direct. Mais si vous avez des questions pendant la présentation, vous pouvez toujours les passer dans le chat. Il y aura plusieurs temps de réponse. Effectivement, entre chaque partie, vous avez le temps de poser vos questions. Et je vous demande de couper vos micros pendant la présentation, histoire qu'on n'ait pas de bruit parasite, que l'enregistrement soit le plus propre possible. Donc évidemment, vous avez compris, c'est enregistré dans le but de mettre ce webinaire en replay sur la chaîne YouTube de la FFVP. Alors, sur ce webinaire, je ne serai pas seule, heureusement. J'ai le plaisir d'accueillir Jean-François Gombaud du Club de Fayence et Thomas Mignin qui vont témoigner sur leurs pratiques, histoire de faire un retour d'expérience en fait sur ce qu'ils ont mis en place dans leur club. Et donc, je les laisse se présenter. Jean-François, tu peux commencer si tu veux. Bonjour à tous, merci Aude. Eh bien, écoutez, je suis membre du Club de Fayence depuis 15 ans. J'ai tenu pendant une dizaine d'années le rôle de secrétaire général. Maintenant, je suis plus pris dans des activités d'instruction. Donc, j'ai laissé ce rôle à des collègues qui le font aussi bien que moi, sinon mieux. Et pendant une dizaine d'années, je me suis intéressé effectivement à tout ce qui tournait autour du matériel et en particulier le matériel de piste. Et j'ai acquis enfin, environ 10 ans d'expérience sur un parc de 5 Golfette, qui sont des véhicules de piste électriques, donc que je vais partager aujourd'hui avec vous. Merci Jean-François. Thomas? Et donc Thomas, donc membre de l'AVAT, membre du bureau de l'AVAT, donc à Toulouse, Toulouse-Bourg-Saint-Bernard. Donc en tant que membre du comité directeur du club, je m'intéresse de près à tout ce qui est moyen du club. Et donc nous avons de notre côté pris l'initiative d'investir dans du matériel de piste électrique et on va pouvoir vous en parler un petit peu ce soir. Super, merci beaucoup. On a hâte d'entendre tous vos témoignages. Je suis sûre qu'ils seront bénéfiques pour les clubs. Et donc, rapidement, je me présente aussi. Aude Untersee, je suis à la commission développement, je suis vice-présidente de la fédération et également membre des Planeurs d'Ille-et-Vilaine en Bretagne, club dans lequel nous avons également choisi, il y a de nombreuses années, de passer sur des golfettes électriques. Euh, et donc, j'ai trouvé la solution très, très, très pratique. Et je suis convaincue aussi à titre personnel et au nom du développement qu'on a intérêt à déjà choisir les bonnes options et puis ensuite entretenir le matériel pour le faire durer le plus longtemps possible parce qu'il n'y a rien de plus vertueux que d'utiliser le matériel jusqu'au bout. Alors, petit état des lieux des véhicules de piste qui sont actuellement utilisés dans nos clubs. Je n'ai pas réussi à remettre la main sur les chiffres précis, mais en passant dans pas mal de clubs, on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de véhicules de piste thermiques, parfois même des véhicules de type voiture qui nécessitent vraiment un permis pour être conduits. Heu, donc c'est vrai qu'il y a des solutions qui sont peut-être plus pratiques actuellement sur le marché avec vraiment des nouveaux développements, hem, des nouvelles solutions et je suis convaincue que de connaître tout ça, ça permet de peut-être mieux, gérer, mieux orienter les décisions du club à moyen et à long terme.
Évidemment, le soin en matériel, il est déterminant sur sa durée de vie et donc aussi il y a un aspect financier et économie qu'on peut réaliser si, bah, voilà, on prend soin aussi de nos véhicules de piste, hein. Les planeurs, c'est sûr, c'est nos petits bijoux, mais les véhicules de piste sont très utiles aussi et donc il faut en prendre soin au même titre que le reste, du matériel du club. Et également un point qui est important, c'est que, vous avez peut-être déjà, heu, utilisé cette subvention qu'on proposait, ces 4 dernières années pour, aider financièrement les renouvellements de véhicules de piste vers des solutions plus vertueuses, moins bruyantes et cetera. Et bien malheureusement, à partir de cette année, cette subvention, elle n'existe plus, en tout cas pas comme elle était avant, puisque le fonds de l'ANS sur lequel on finançait ces renouvellements, n'existe plus. Voilà. Donc plus de soutien financier comme auparavant. En revanche, vous avez toujours la possibilité de solliciter, des financements locaux, des solutions de cofinancement aussi, heu, auprès de vos collectivités locales, de vos élus ou même peut-être de vos partenaires sur des plateformes qui sont, multi-associations, multi-activités. Alors le menu de ce soir, c'est, de balayer rapidement les solutions qui existent actuellement pour vous donner un petit peu un scope, général. Ensuite, de faire un petit focus sur, l'alimentation, des véhicules électriques qui se fait la plupart du temps avec des batteries et il y a 2 types de batteries essentiellement. Il y a les batteries au plomb, les batteries lithium et qui ont chacune leurs avantages, leurs inconvénients et donc c'est un petit peu, l'objet de ce développement. Et puis, un point sur l'entretien des batteries, qui sera basé sur le témoignage de Jean-François. Et on finira sur une partie, réglementation et assurance, parce que c'est aussi important, de s'assurer que nos véhicules sont bien assurés pour être sereins quand on les utilise. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là, des remarques, des besoins? Bon, si c'est pas le cas, je commence avec la première partie sur les solutions qui existent, qui est vraiment non exhaustive, vous allez le voir. Heu, donc dans nos clubs, ce qu'on retrouve le plus souvent, ce sont les golfettes, qu'elles soient thermiques ou électriques. Hem, Encore une fois, je n'ai pas remis la main sur la proportion de ces 2 types de de golfettes, mais actuellement, il y a encore un nombre quand même significatif de golfettes thermiques dans les clubs. Une solution qui est actuellement, utilisée par plusieurs clubs, ce sont les pulses et là, c'est Thomas qui va vous en parler juste après. Une solution qui est peu connue, mais qui est très prometteuse pour plein d'usages sur le terrain. Les vélos, alors ça, les vélos, c'est pas encore vraiment une solution pour tracter, du matériel lourd comme les planeurs. Néanmoins, j'ai pu voir dans des championnats notamment, des concurrents tracter leurs planeurs avec des petits vélos, électriques, donc qui étaient quand même très puissants. Donc voilà, c'est une solution qui peut aussi, être envisagée peut-être à l'avenir avec, peut-être des vélos de plus en plus puissants. En tout cas, c'est une solution pour se déplacer sur le terrain. Et puis, les véhicules thermiques, bah, ça, évidemment, il y en a encore dans les clubs. Le but, c'est pas du tout de les éradiquer, hein, tant qu'on peut faire durer du matériel qui peut encore fonctionner, c'est très vertueux. En revanche, c'est peut-être pas une solution qui est, vertueuse et en tout cas qui n'est pas très économique, compte tenu des contraintes d'assurance qui sont assez coûteuses et puis, de la consommation de carburant qui a un certain coût aussi. Donc l'idée, de cette, 1re partie, c'est de se concentrer de façon un peu plus approfondie sur les pulses, parce que c'est une solution dans laquelle, on croit et là, c'est Thomas qui va vous en parler. Voilà, donc je te passe la main Thomas.
Et le Jean que j'ai la main. Alors, les photos que vous voyez ici sont les photos qui ne sont pas issues de notre club, mais qui sont issues des ailes du Maine Planner, donc au Mans. Nous, on a fait le choix d'investir dans un lot de 5 Pulse en décembre 2023, suite à un partage vraiment très ouvert d'expérience de la part de ce club, que je remercie encore une fois, parce qu'en fait, sans eux et sans leur partage, on n'aurait certainement pas franchi ce pas on se serait pas engagé dans l'investissement. Je tiens à remercier, en tout cas, je ne sais pas s'il est là, Étienne Fégère des Ailes du Maine, hein, pour ce partage. Il était intervenu dans un webinaire fédéral. Nous, on en a acheté 5. On a fait le pari de partir sur ce type de machine. On a eu la chance de bénéficier de la subvention fédérale contre la mise à la case de golfettes thermiques et d'autres véhicules thermiques, notamment des micro-tracteurs hein, et une voiture. On a considéré que chez nous, ça faisait sens de partir sur ce type de solution électrique, puisque on décolle déjà à plus de 75% dans notre club au treuil électrique. Donc on a déjà une piste, des starters et des seuils de piste qui sont équipés en électrique. Et donc ça nous permettait de franchir une étape supplémentaire pour, pour passer au 100% électrique sur l'activité en piste et décollage inclus. Notre expérience 2024, elle est globalement très positive. On ne regrette absolument pas le choix de cet investissement. Beaucoup d'appréhension au départ de certains membres du point de vue de la sécurité, de la stabilité de ce type de machine, de l'autonomie de ce type de machine, sur la facilité de recharger ce type de machine. Il s'avère que finalement, tous ces points se sont très rapidement effacés et que globalement, les pulses aujourd'hui sont adoptés à l'unanimité au sein de notre club comme un nouveau moyen de logistique au sol. Autre avantage de ce type de véhicule, ça a été la suppression de la nécessité du permis B pour la conduite d'une voiture, par exemple, notamment pour remonter les câbles du treuil, puisque un Pulse équipé d'une remorque permettant de tracter les câbles peut être conduit par un jeune qui ne détiendrait qu'un BSR. Et donc, ça élargit les possibilités de pouvoir bénéficier de treuilleurs, hein. C'est toujours un petit peu compliqué de trouver des treuilleurs pour certaines journées. Ça nous permet d'élargir un petit peu la population qui peut opérer au sol la remontée des câbles. Donc c'est un véhicule très polyvalent, très stable, relativement puissant. Il y a quelques adaptations à faire pour les rendre compatibles avec le travail en piste, notamment rajouter un attelage, hein, une boule d'attelage, qui permet de tirer les planeurs hein, avec une corde ou avec une barre de traction pour pouvoir amener seul le planeur en piste. On ajoute une remorque pour pouvoir remonter les câbles du treuil. On peut tout simplement déplacer les différentes remorques de planeurs sur l'aérodrome lorsqu'on fait un petit peu de logistique, qu'on a besoin de réorganiser les emplacements de remorques, hein, pour notamment le passage en hivernage ou au contraire à la sortie des remorques l'été dans la sortie des hangars. Et puis, bon, bah, il y a pas mal d'accessoires qui sont fournis de base. C'est du véhicule, vous l'avez certainement compris, qui vient de la Poste, hein. Ce sont du matériel reconditionné qui est utilisé par les facteurs. Donc, vous voyez régulièrement ces véhicules sur les routes, ça franchit les trottoirs, c'est relativement robuste. Et c'est surtout muni de grands coffres, de rangements, d'un panier très robuste à l'avant qui permet vraiment de tout stocker, que ce soit les sacs, les gourdes, les coussins, les BO, les citernes d'eau potable, etc. Tout ce dont on a besoin pour la piste. Un petit inconvénient, c'est que c'est équipé de pneus relativement lisses, hein. C'est du véhicule initialement urbain. On a réussi à pallier à cela en équipant un de nos Pulse de pneus cross, donc c'est possible. Et donc ça devient un véhicule finalement très efficace en traction, y compris sur terrain gras. Donc de ce point de vue-là, les petites difficultés opérationnelles qu'on a eues à partir de l'automne se sont rapidement effacées grâce à ce montage de pneus. Sur l'année 2024, donc on n'a qu'une année d'expérience sur ces véhicules. On a un taux de fiabilité qui est exceptionnel. On n'a eu aucune panne. On avait un peu d'appréhension par rapport à ça. C'est un nouveau système. C'est de l'électrique. On ne connaît pas trop le fonctionnement de ce genre de machine. On ne sait pas trop comment on peut faire la maintenance.
Mais néanmoins, on n'avait plus de problème de fuite d'huile, plus de problème de fuite de liquide de refroidissement, de problème de piston, de serrage de piston dans le moteur. Donc globalement, on est extrêmement satisfait. Et les mécanos sont partis en vacances, ils n'avaient plus rien à faire à ce niveau-là. Les véhicules de piste ne l'auront absolument pas pris de temps en 2024. Euh, Quelques inconvénients, je pense que c'est la slide suivante, Aude, que tu as synthétisé ici, c'est que c'est donc des véhicules de marque Ligier professionnel. Cette entreprise ne communique pas directement avec les clubs, en tout cas, les quelques fois on a essayé de les interroger, et ils nous ont refusé toute forme de dialogue parce qu'on n'est pas des professionnels revendeurs ou professionnels agréés de ce type d'engin. Bon, néanmoins, l'avantage de ce type de véhicule qu'on peut acheter par lot aux enchères, nous on est passé par les enchères, permet de finalement avoir une flotte monotype, c'est-à-dire qu'on a 5 véhicules qui sont strictement identiques. Le jour où on en a un qui nous lâche mécaniquement, électriquement, on pourra démonter, démanteler et faire de la pièce pour pouvoir réparer les autres ou potentiellement continuer à acheter ce type de véhicule puisqu'il y a des enchères très régulièrement ou potentiellement des professionnels qui les revendent un petit peu partout sur le territoire. Euh, voilà ce que j'avais à dire. Après, on a quelques opérations qui sont prévues en 2025 pour poursuivre un petit peu l'amélioration de l'exploitation de ces machines. Notamment, c'est l'équipement d'une zone de hangar avec des prises électriques dédiées pour la recharge des pulses, puisqu'évidemment tous les soirs il faut les recharger. Donc on s'est retrouvé avec des problématiques de câbles, de rallonge, de multiprise, qui n'est pas très safe du point de vue sécurité électrique. Donc on a des petits travaux qui sont prévus à ce titre en 2025. La fabrication d'une borne de recharge électrique qu'on viendra positionner au starter, puisqu'on a l'énergie en piste grâce à l'aménagement lié à notre treuil électrique, ce qui permettra finalement sur les grosses journées d'été d'avoir un cycle quasi continu de recharge lorsque les véhicules ne seront pas utilisés entre les vols. Et bon, je répète, alors c'est terminé a priori de ce que nous disait Aude, on a pu bénéficier des subventions fédérales via l'ANS pour l'achat de ces pulses, mais également on a pu bénéficier d'une subvention sur la partie développement durable pour l'achat de petits équipements électriques qui nous permettent justement de fabriquer cette borne de recharge électrique et l'installation des prises électriques dans les hangars. Alors, quelques photos, je ne sais pas si je les commente, Aude, ou... Bah, tu peux volontiers les commenter. Alors bon, les images parlent d'elles-mêmes. Alors ça, c'est des photos qui ne sont pas de chez nous, ça vient du Mans, j'imagine. Bon voilà, ça illustre, je pense, mes propos avec traction du planeur à partir de la boule d'attelage qui est installée à partir d'une barre de traction. Simplement aussi tracter deux planeurs, comme on peut le faire avec des golfettes, avec des cordages. Et puis je parlais du panier à l'avant qui peut accueillir facilement un, voire deux BO. Donc c'est extrêmement pratique pour charger, décharger le BO et aller récupérer un planeur en piste. On a une question de Jean-François qui demande quel type de batterie pour les pulses. Est-ce que c'est des batteries au plomb ou au lithium? Ce sont des batteries en lithium fer polymère. Donc, ce sont des très bonnes batteries qui ont une très bonne durée de vie et qui sont données pour entre 8000 et 10 000 cycles en fonction du taux de décharge de la batterie. Et donc, globalement, en faisant quelques calculs, en les achetant aux enchères avec déjà 30 000 km au compteur, finalement, la batterie ne sera pas le facteur limitant, ce sera essentiellement la partie mécanique qui nous lâchera très certainement avant les batteries. En tout cas, on l'espère. On a encore une question. Quelle est la force de traction des pulses? Alors, elle n'a pas été mesurée, mais sur les photos qui sont présentées ici, vous avez deux types de planeurs qui sont tirés. Donc, à droite, vous avez un Astir et à gauche, vous avez un SH25 sans aucun problème sur une piste en herbe. Enfin, il y a une question sur la réglementation au sujet du port du casque. Alors, la réglementation, effectivement, c'est le port du casque obligatoire sur la voie publique et ainsi qu'être titulaire d'un BSR. Nous nous sommes adaptés du côté club en inscrivant à notre règlement intérieur l'obligation du port du casque et la fourniture de casques qui sont rangés sous les coffres de selle. Sous les selles, vous avez un coffre pour ranger les casques. Moi, j'ai une petite question, Thomas. La SH25 était-il ballasté? Non, il n'est pas ballastable. Donc, non, il n'était pas ballasté. Ok.
Mais c'est une bonne question. Voilà, après, je sais pas ce qu'on a d'autre comme photo. Bah, toujours dans les illustrations, donc à gauche, un Pulse équipé d'une remorque avec les parachutes et les élingues du treuil. Donc voilà, ces petites remorques qu'on a pu acheter et adapter pour la partie traction des câbles. La photo centrale, c'est le Pulse équipé de ses pneus cross pour la phase hivernale de l'activité. Et puis en complément sur la partie droite, c'est un Pulse qui a été modifié pour y ajouter un bridage en vitesse. C'est une expérimentation qu'on avait menée lorsqu'on avait réceptionné les Pulse. Donc là, on a un interrupteur qui nous permet de limiter la vitesse à 7 km/h avec le plein débattement de la poignée des gaz ou 20 km/h lorsqu'on ne tire pas un planeur. Dans les faits, il y a deux modèles de pulse, donc deux modèles de poignées de pulse. Et en fait, il y a deux techniques de bridage différentes. Celle que vous voyez la photo avec l'interrupteur n'est applicable que pour un modèle. Pour l'autre modèle, à notre connaissance, à date, il faut faire une reprogrammation du calculateur et certains clubs ont pu réaliser dans l'ouest de la France. Alors, j'ai pas le nom, j'ai pas retrouvé, mais il y a des clubs qui ont réussi à faire intervenir des spécialistes des véhicules électriques pour reprogrammer le contrôleur moteur, qui est un produit standard du marché industriel sur le marché, donc qui est bien documenté. Et donc, en ayant le bon logiciel et le bon câble, il est tout à fait possible de modifier les courbes de vitesse de la machine. Enfin, on a deux autres questions. Une, quelle est la capacité des batteries? Et l'autre, où trouve-t-on des pulses et à quel prix? Alors, la capacité des batteries, j'ai retrouvé la documentation des batteries très récemment. Elles sont données pour 38 volts et elles sont que je le retrouve, excusez-moi, à 38 volts à 3,8 kWh. Je vais faire le calcul pour la conversion en ampère-heure. Et pour les prix, alors les trouve un petit peu à tous les prix. Nous, de notre côté, on les a achetés donc aux enchères. On en a eu pour à peu près 2000 euros d'acquisition, plus après peut-être 200, 300 euros, j'ai plus les chiffres en tête, de frais de transport, parce qu'il a fallu effectivement les ramener à notre club. On les a achetés à Vendargue, près de Montpellier, où il y avait une salle des enchères qui en vend régulièrement. Et nous, il a fallu qu'on les rapatrie sur Toulouse, donc on a un peu plus de 2 heures de route à faire. Il faut savoir que c'est des machines qui pèsent 320 kg l'unité, donc à 5 unités, ça commence à faire lourd. Donc c'était une logistique un peu particulière pour pouvoir les transporter. Bon, c'est pas insurmontable, mais on atteint rapidement la charge utile maximum d'une fourgonnette, par exemple. Donc, il faut faire attention à ces points-là. Et donc 2400 euros, on a pu effectivement les acheter, les transporter et rajouter un petit peu d'adaptation, notamment l'ajout des boules de traction à l'arrière de la machine. Après, vous pouvez faire les petites annonces, on les trouve, certains clubs les achètent à 500, 600, 700 euros pièce. Certains garagistes les achètent par lot et les revendent à l'unité. Et j'ai vu d'ailleurs des alertes là cette semaine, il y a des nouvelles enchères là qui sont prévues pour cette semaine, il y en a très régulièrement. Il y a un lot, les lots sont annoncés en prix de départ à 1000 euros les 5 Pulse. Donc ça peut être vraiment intéressant d'aller voir aux enchères. Bon, sur les images, bon, bah, les tractages de câbles, alors ça c'est des images du Mans, un tractage de câbles de treuil avec le pulse d'une remorque, et puis après ben, en divers et variés avec une petite remorque pour transporter un petit peu tout et n'importe quoi. Bon, vous l'avez vu, architecture tricycle, donc deux roues propulsives à l'arrière, une roue orientable pour la direction à l'avant. Particularité, c'est un tricycle pendulaire, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez la partie avant qui bascule. C'est un peu impressionnant au début, mais en fait, finalement, c'est extrêmement stable. Certains avaient un petit peu peur de tomber avec. Aujourd'hui, on déplore aucun accident, personne n'est jamais tombé avec un Pulse. Dans notre règlement intérieur, on rajoute
On rajoute quand même quelques contraintes de respect de vitesse, hein, puisqu'on les a pas forcément tous bridés. Ne pas dépasser 30 km/h par exemple en piste. Ça permet également de préserver la puissance, la puissance batterie, surtout préserver les batteries sur le long terme, de ne pas les faire travailler à pleine puissance et puis ne pas faire trop travailler la mécanique lorsque le sol n'est pas régulier et qu'on commence à avoir des ornières et des chocs dans la mécanique. Euh, c'est limité à oui, 45-50 km/h le vent dans le dos. Donc ça va pas non plus super vite, c'est quand même assez nerveux. Ça permet quand même de se déplacer rapidement en piste pour aller assurer la logistique. Euh, L'usage postal avec le franchissement de trottoir a démontré que c'était quand même des produits assez robustes, certainement plus robustes que les Golfettes qu'on a pu nous avoir, qui se fatiguaient très rapidement du point de vue mécanique. Le freinage, double frein, hein, on a deux poignées de frein, donc c'est relativement efficace. La batterie, donc là on a les modèles techniques de la batterie, fabrication française. Et À puis, propos, oui. pardon, à propos de la batterie, on a une question. Quel était l'état des batteries de vos Pulse à l'achat? Alors c'est un petit peu la grande surprise quand on les achète aux enchères, la seule information qu'on avait, c'était le kilométrage des machines. Donc, globalement, on avait le kilométrage des machines. C'est des machines qui ont maximum 4 ans, voire 5 ans, puisqu'elles sont renouvelées régulièrement. C'est des machines qui ont été amorties par la Poste dans leur usage. Bon, en faisant un rapide calcul en se disant qu'il y a, je ne sais pas, 200 jours de tournée de facteurs par an, on prend le nombre de kilomètres qui a été fait, on se dit finalement que la machine, elle a rarement dépassé une consommation de plus de 50% ou 60% de sa capacité de batterie au quotidien. Et en regardant les abacs et les courbes du constructeur de batterie, on se rend compte qu'on est largement dans une zone où le constructeur annonce que la batterie peut tenir 10 000 cycles. Donc 10 000 cycles en faisant un cycle par jour, ça laisse vraiment une perspective à long terme sur la durée de vie de la batterie. Encore une fois, on n'a qu'un an de retour sur les batteries, mais en un an de batterie, en un an d'utilisation, on n'a pas vu de dégradation significative des autonomies. Et on a encore une question. Est-ce qu'on peut les brider à n'importe quelle vitesse? Alors ça, c'est par reprogrammation. Nous, on ne l'a pas fait. Certains clubs l'ont fait. D'après la documentation technique du contrôleur électronique du moteur, il serait possible de les brider à n'importe quelle vitesse, oui. À condition d'avoir le bon matériel pour faire la reprogrammation. Alors, je vais à la question, prix des batteries, si elles sont à changer. Alors, les batteries, a priori, elles sont neuves, elles sont extrêmement chères. Néanmoins, pour compléter, aux enchères toujours, j'ai vu passer une annonce encore une fois pour cette semaine. Il y a un lot de 2 Pulse non roulants qui démarrent mais qui ne se déplacent pas. Donc a priori, les batteries sont fonctionnelles. Il y en a un, c'est la clé de démarrage qui est manquante. Le lot de 2 Pulse est vendu pour 50 euros. Donc pour 50 euros, il y a de quoi récupérer de la pièce détachée et deux batteries potentiellement bonnes. Donc les pulses sont fournis effectivement avec les chargeurs. Les pulses sont munis d'une prise, d'une rallonge et d'une prise électrique standard que vous venez de brancher dans une prise domestique murale. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Visiblement, le flot de questions s'est arrêté. Bon, alors on peut Ouais. continuer. Ouais. Merci Thomas. Ouais. Ah oui, effectivement, on voit les détails des batteries. On a à peu près fait le tour. Et après, je pense qu'on passe sur un sujet qui Ouais. est... Alors là, j'avais remis, merci beaucoup Thomas pour ton témoignage. Je suis sûre qu'il y aura encore des questions dans le chat, donc euh, prépare-toi à y répondre. J'avais remis aussi le témoignage du Mans, justement, qui avait été pour vous un peu le déclencheur de l'opération Pulse.
clairement. Et donc eux, c'était en 2022 qu'ils ont fait cette expérience. Et à l'époque, c'était des modèles de 2016 qui avaient entre 12 000 et 20 000 kilomètres. Donc c'est pas mal quand même, mais ils les avaient eus à un prix de 700 euros à l'unité. Et ils avaient fait une estimation de l'économie en termes d'émissions de CO2 évitées sur l'année qui était quand même conséquente. Et donc là, vous avez bon, une photo de leur modèle et puis effectivement le détail de la batterie qui est fabriquée en France. Donc ça, c'est quand même remarquable pour une batterie. Je pense que la plupart, elles viennent de Chine. Et vous avez les informations de tension lithium-ion, 3,8 kWh, 38 volts, et puis ça fait 100 ampères-heure. Voilà. Mais ce serait intéressant effectivement de voir combien coûte une batterie comme ça neuve euh, voilà, pour chiffrer. A priori, plusieurs milliers d'euros, ouais, Ouais. à Bah, comparer. les batteries lithium sont de toute façon pas données, quoi. Mm. Ok. Y a-t-il des questions encore sur les pulses? Alors, je vous propose d'avancer. Les vélos. Alors, les vélos ne sont pas vraiment des véhicules de piste comparables au Golfette, en tout cas pas encore vraiment. Néanmoins, ils sont vraiment très utiles et pratiques pour pouvoir se déplacer entre le bout de piste et le club, les hangars, pour pouvoir faire des petits allers-retours rapidement, comme on a souvent besoin d'en faire en cours de journée. Et donc, à ce titre, ils sont quand même un complément aux véhicules de piste pour pouvoir préserver leur batterie et aussi leur usure, parce que ça permet vraiment de moins utiliser les véhicules de piste. Voilà. Et j'avais fait quelques recherches pour voir quel genre de vélo électrique robuste pourrait éventuellement faire l'objet de tests pour tracter des planeurs. Et j'avais trouvé ce site internet Recyclo Project. Donc, je vous laisserai cliquer dessus. Et vous avez en fait dessus plein de modèles de vélos électriques très robustes en seconde main. Euh, je- c'est indiqué d'où ils viennent sur le site. Et ce sont des vélos, en tout cas, qui, même s'ils ne sont pas utilisés pour tracter des véhicules, permettent de se déplacer rapidement sur une piste. Et comme c'est du solide, on peut se déplacer dans l'herbe, sur la terre. Enfin, il y a vraiment aucun souci en termes de fragilité. Voilà pour les quelques solutions qu'on souhaitait explorer. Ce n'est évidemment pas exhaustif. Si vous avez d'autres pistes, d'autres idées, n'hésitez pas à les partager. Et puis, s'il n'y a pas de questions ou de remarques, je passe à la partie suivante, qui est un focus sur les batteries qui alimentent les véhicules électriques. Alors, commençons par le commencement. Les batteries qui sont peut-être les plus couramment utilisées parce qu'elles sont pas trop chères sont les batteries au plomb. Donc, il y a différents types de batteries en fonction de l'électrolyte, de la composition de la batterie, de la nature des électrodes. Euh, donc la batterie au plomb, euh, elle est évidemment avantageuse parce qu'elle est beaucoup moins chère que les batteries lithium. Ce sont des batteries qui ont en revanche une puissance spécifique élevée, donc qui permettent d'avoir des courants de décharge élevés, donc de fournir beaucoup d'énergie en peu de temps, ce qui est intéressant évidemment quand on veut tracter un planeur. Et elles ont aussi un autre avantage, c'est qu'elles ont le taux d'auto-décharge parmi les plus bas des batteries rechargeables. Donc ça veut dire que quand on ne les utilise pas, elles se déchargent très très lentement. Mais elles ont aussi pas mal d'inconvénients, ces batteries au plomb. Une durée de vie moyenne, hein, évidemment c'est des chiffres qui sont plus des ordres de grandeur que des valeurs strictes, mais une durée de vie qui est en moyenne de 4 ans, euh, avec des données indicatives sur le nombre de cycles qu'on peut faire faire aux batteries, donc de cycles charge-décharge.
et avec une profondeur de décharge, donc c'est-à-dire le niveau de décharge de la batterie de 50% à peu près. Donc ça veut dire qu'on vide la batterie de moitié et avec ces batteries au plomb, on peut espérer effectuer 400 à 800 cycles de charge-décharge pour des batteries gel ou AGM, et pour les batteries de type OPZV ou OPZS, c'est plutôt 1000 à 2000 cycles. Ce qu'on remarque avec ce petit graphique qui est à droite, c'est que le nombre de cycles, il diminue quand on augmente la profondeur de décharge. Donc en gros, plus on va décharger la batterie et moins elle sera capable de faire beaucoup de cycles. Donc en gros, plus on décharge de façon importante une batterie et moins elle va faire de cycles, et donc on va baisser sa durée de vie. Et donc, on voit qu'il y a quand même une très nette limite, à peu près 40-50% de profondeur de décharge. Là, on perd sur cette courbe, bah ouais, la moitié du nombre de cycles à partir de 40% de profondeur de décharge. Donc, c'est super important quand on opère les batteries de vérifier que bah, on ne les décharge pas trop et de les mettre systématiquement à recharger dès qu'on le peut. Et pour chacun des types de batteries, il y a des courbes qui sont fournies, un petit peu comme celle-ci, qui vous donne le nombre de cycles en fonction de la profondeur de décharge, et donc vous pouvez vérifier vous-même quelle est la profondeur de décharge limite à laquelle bah, vous devez vous arrêter idéalement pour préserver la durée de vie de votre batterie. Voilà, et puis ça vous permet aussi de paramétrer correctement le chargeur de la batterie pour faire en sorte que la recharge se fasse correctement. Pas trop vite, parce que bah, c'est aussi une contrainte sur les batteries de faire passer très rapidement des forts courants de charge ou de décharge. Autre inconvénient, évidemment, c'est que les batteries au plomb, elles contiennent du plomb, et ce plomb est toxique pour l'environnement, donc elles doivent être absolument recyclées pour être traitées. C'est pas un déchet inerte, c'est pas un déchet anodin, donc voilà, il faut vraiment prendre soin, s'assurer de les recycler comme il faut. Les batteries au lithium, donc qui sont de plus en plus utilisées, non seulement pour les véhicules de piste, mais aussi dans les planeurs, hein. Elles sont bien plus légères d'ailleurs que les batteries au plomb. Elles sont, enfin, elles sont intéressantes parce qu'elles ont une durée de vie qui est très élevée, bien plus grande que les batteries au plomb. Elles ont une meilleure densité énergétique, sont plus légères, et leur rendement est aussi meilleur que pour les batteries au plomb. En revanche, elles sont encore assez chères, même si les prix sont en train de baisser considérablement, ça reste plus onéreux que des batteries au plomb. Donc, ces batteries-là, c'est un facteur 3 à 4 sur la durée de vie par rapport aux batteries au plomb. Elles ne nécessitent pas d'entretien, contrairement aux batteries au plomb qui nécessitent d'ajouter euh, de l'eau déminéralisée, et elles n'ont pas non plus d'oxydation des cosses, enfin des bornes des batteries. Et ce qui peut être pratique, c'est d'avoir le chargeur de la batterie qui est directement dans la golfette, et on branche ça directement sur une prise de courant. Voilà, ça c'est une astuce supplémentaire pour assurer le côté pratique de l'opération, enfin, de charge et de la golfette. C'est évidemment pas une règle générale. Inconvénient en revanche des batteries au lithium, c'est qu'elles sont plus chères, et le chargeur aussi est beaucoup plus cher. En revanche, c'est un investissement un peu unique, et dans certains cas, on peut aussi reprendre les anciens chargeurs de batteries au plomb. Alors ça, je n'ai pas énormément de connaissances par rapport à ça, mais je sais que certains chargeurs de batteries au plomb peuvent être utilisés pour des batteries lithium. Alors, parlons chiffres. La durée de vie qui est indiquée par les fabricants, c'est de l'ordre de 3000 à 6000 cycles à 80% de profondeur de décharge. Donc en fait, c'est bien plus intéressant parce que on peut les décharger beaucoup plus. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir
utiliser la batterie plus longtemps avant de devoir la recharger et en plus, on a un nombre de cycles qui est bien plus important que pour des batteries au plomb. Et nous, dans notre activité, on peut faire l'hypothèse qu'un cycle correspond à peu près à une journée de vol, si on sollicite pas trop non plus le véhicule, enfin la golfette qui est alimentée par la batterie. Et donc si on fait un petit calcul, ça nous donne une durée de vie entre 8 et 16 ans. Donc c'est purement théorique, hein, c'est basé sur ce nombre de cycles qui est indiqué ici. Mais en gros, si on prend à peu près 1 millier de cycles, et qu'on considère qu'on vole, au moins la moitié de l'année, et bah, ça nous donne une durée de vie qui est, de l'ordre de la dizaine d'années. Donc c'est bien plus que nos 3 à 4 années des batteries au plomb. Évidemment, il y a toujours, des pincettes à prendre pour lire ces résultats parce que toutes ces valeurs que je vous mets là, c'est ce qui est communiqué par les fabricants, dans les conditions standards de test qui ne sont pas évidemment les conditions opérationnelles, d'utilisation pour nous. Mais voilà, ça donne quand même une bonne indication. Il faut être vigilant aussi que ces batteries-là sont sensibles, aux températures élevées et que les courants de charge et décharge importants peuvent avoir un impact négatif sur la durée de vie. Bah, ça évidemment, si on sollicite énormément une golfette, ça va pomper, bah, de l'énergie de la batterie très, très fort et ça, c'est pas forcément, top pour, prolonger sa durée de vie. Sur les batteries lithium, j'ai reçu un retour d'expérience du club du Pic Saint-Loup qui parle de leur utilisation des golfettes électriques, de leurs 2 golfettes électriques depuis plus de 10 ans et donc ils les ont eu d'occasion, mais avec des batteries neuves, en utilisant des chargeurs dédiés et pour eux, les batteries, dans leur expérience, durent à peu près 3 ans. Donc on est bien en dessous des valeurs théoriques qu'on a pu calculer avant, mais néanmoins, ça reste quand même, ça reste raisonnable. En revanche, coût du remplacement, bah, ouais, très important. Il faut compter plus de 1 000 € pour, racheter une batterie. Voilà. Pardon, là, on est sur des les batteries neuves au plomb, hein. Excusez-moi, c'est à peu près ça, 3 4 années, la durée de vie des batteries au plomb, coût du remplacement, plus de 1 000 € et donc ils avaient la possibilité de basculer sur des batteries lithium, mais beaucoup plus coûteuses et donc ils sont restés aux batteries au plomb, à ce moment-là. Pardon, excusez-moi. Donc au niveau de l'entretien, qui est quand même un aspect important, ils disent qu'effectivement il n'y a pas de problème, il y a pas de problème majeur, mais il y a des problèmes d'oxydation des contacts, des cosses de la batterie et donc ça évidemment il faut traiter et puis s'ils ont d'autres soucis, ils font appel directement au fournisseur de la batterie, de la golfette et donc eux, dans leur stratégie, ils prévoient systématiquement un coût annuel pour l'entretien de la golfette de la batterie et aussi une provision pour le changement des batteries qui se fait à peu près tous les 3 ans. Donc c'est intéressant, je trouve, comme, témoignage parce que eux, en fait, ils ont vraiment, chiffré un petit peu la durée de vie de leur batterie et ça leur permet de se projeter et de chiffrer un petit peu les dépenses à venir. Donc en résumé, si on devait comparer un petit peu les deux types de batteries au plomb et au lithium, bah, évidemment, le prix n'est pas le même. Les batteries au lithium coûtent à peu près 2 fois plus cher que des batteries au plomb. La durée de vie, elle est moindre pour les batteries au plomb que pour les batteries au lithium. Et puis au niveau de l'entretien, effectivement, les batteries au plomb nécessitent de contrer l'oxydation des cosses et de rajouter régulièrement de l'eau déminéralisée absolument, hein, pas de l'eau minéralisée, sinon ça marche moins bien. Puis les batteries au lithium, je n'ai pas trouvé de, d'opérations d'entretien récurrentes à mettre en place. Donc voilà, si vous avez des retours d'expérience par rapport à ça, je les prends très volontiers. Y a-t-il des questions sur ces batteries? Il y a Thomas qui a apporté des réponses à des questions là, Ah, très bien. Alors je sur les laisse peut-être batteries. la main à Thomas.
Alors très rapidement, sur la question des décharges profondes des batteries qui sont effectivement très néfastes pour les batteries au plomb. Ça arrive parce que nos systèmes qui utilisent des batteries au plomb ne sont pas équipés de ce qu'on appelle un BMS, c'est un circuit de management des batteries, qui est un circuit obligatoire sur les batteries lithium et qui va donc les protéger des décharges profondes. Et heureusement, parce qu'au lieu de simplement les détériorer, ça peut même les provoquer des incendies. Donc ce circuit BMS est obligatoire, fait partie du système de batterie et les protège des décharges profondes. Autre question, c'est sur les recommandations de recharge. Alors, les batteries lithium, normalement, il n'y a pas de contraintes comme ce pouvait être le cas, comme sur les anciennes technos de batterie, comme le NiCad il y a très longtemps. Il n'est pas nécessaire d'attendre d'être complètement déchargé. Au contraire, plus on évite la décharge profonde, plus on préserve sa batterie sur le long terme. Donc, il vaut mieux rester sur une batterie plutôt bien chargée la plupart du temps, comme son smartphone en rentrant le soir à la maison, on le met à charger. Et le lendemain matin, on repart avec une batterie pleine pour tenir au moins toute la journée. Euh, Juste bémol par rapport à ça, sur les batteries lithium, il faut sur la partie stockage, c'est-à-dire vous n'utilisez pas la batterie pendant plusieurs mois parce que vous n'avez pas d'activité. Il est recommandé de conserver les batteries à moitié chargées pour éviter qu'elles se dégradent, puisque si elles restent à pleine charge pendant longtemps sans se redécharger, elles peuvent se dégrader. Merci Thomas. D'autres questions? Bon, si ce n'est pas le cas, Euh, Oui, une petite question. oui, allez-y. Oui, dans les batteries lithium, lesquelles sont préférables à être utilisées, des lithium fer phosphate ou des lithium ion ou autres Alors peut-être que je laisse Thomas répondre. J'ai pas forcément la réponse. Les lithium phosphates sont réputés pour durer plus longtemps, elles sont plus chères, elles durent plus longtemps, elles sont moins dangereuses. Oui, on entend parler d'une meilleure stabilité souvent pour Voilà. les Et, lithium phosphate euh, de fer en que recherchant un les petit peu autres. sur Internet, vous aurez des vidéos et des gens qui s'amusent à couper des batteries phosphates et pour démontrer qu'il n'y a pas de risque d'incendie. Bon, j'ai jamais essayé, mais effectivement, la partie phosphate est réputée plus sûre et plus durable, mais certainement plus chère. Mais j'ai D'accord. pas. Mais au niveau du prix, c'est comparable, lithium-ion ou phosphate de fer, ou est-ce qu'il y a des écarts importants? Je n'aurai pas la réponse à cette question. Il faut effectivement regarder sur les différents sites qui proposent des batteries. Surtout que sur la partie phosphate, on trouve assez facilement des fabricants qui fabriquent des batteries qui sont dans le même format que leurs homologues en plomb, avec à peu près la même tension et Oui, le même volume, les mêmes dimensions. Donc, ce qui fait on peut remplacer en l'état un pour un une batterie plomb par une batterie LiFePO. Donc, on oui, trouve c'est ce qu'on fait nous sur les planeurs. Donc on voilà, a pareil, remplacé nos les batteries plomb. températures, on les Donc on remplace. retrouve les mêmes formats. Donc ça va Voilà, pas mal. il n'y a que la masse qui change. Ouais. Oui. Merci. Il faut éviter d'utiliser des accumulateurs lithium-ion. Il y a des contraintes qui sont assez énormes et c'est effectivement relativement dangereux. Merci. D'autres remarques sur les batteries? Alors, je vous propose de passer à l'aspect entretien, faire durer les batteries parce que c'est super important pour non seulement faire des économies, mais aussi préserver les ressources. Donc sur le stockage, les batteries sont des éléments qui sont évidemment fragiles, sensibles à la fois au froid, mais aussi aux fortes chaleurs. Et donc idéalement, il faut les installer dans des locaux qui sont protégés de la chaleur, donc pas des placards en plein soleil ou des petits abris qui seraient en plein soleil en été. Et ces locaux doivent être aussi ventilés correctement pour éviter qu'il y ait des montées en température aussi à l'intérieur. Évidemment, il ne faut pas les laisser en plein soleil en été.
Et puis, si cela est possible, en programmant les chargeurs, limiter l'ampleur des courants de charge et de décharge, donc notamment de charge quand on parle des chargeurs, à 10 à 20% de la capacité de stockage. Donc ça, c'est aussi un pourcentage qui est assez indicatif, mais ça montre qu'il il faut pas programmer des charges trop rapides des batteries au risque de les abîmer. Donc, on l'avait vu avant, mais je trouve que ce graphique est très parlant, que les décharges peu profondes permettent de prolonger la durée de vie de la batterie. Donc il faut s'efforcer, en tout cas pour des batteries au plomb, de se limiter à des décharges de 50%. Et puis pour des batteries lithium, on peut aller un petit peu plus loin, mais il faut éviter de dépasser ce seuil de 80%. Voilà, donc en bref, il faut recharger les batteries dès que possible après chaque utilisation, même si on n'a quasiment pas déchargé la batterie, c'est mieux de la recharger tout de suite. Et je passe le relais à Jean-François pour la suite de cette partie sur... Merci Aude. Bon, alors, donc sur Fayence, on a un parc qui varie entre 4 et 5 Golfettes à batterie au plomb. Alors, pourquoi à batterie au plomb? On n'a pas fait le saut sur le lithium. On avait regardé un petit peu les problèmes de lithium. Bon, déjà sur nos terrains, il fait très chaud l'été, 40 degrés, c'est pas exceptionnel. Et en plus, on stocke nos Golfettes dans un hangar qui est commun avec des avions et des planeurs. Donc, on s'est dit que s'il y avait un incendie qui peut être extrêmement rare, c'est-à-dire qu'en fait, la probabilité de l'événement est très faible, mais s'il arrive, il a un impact énorme. Et donc, on est resté raisonnable et on s'est dit, bon, on va pas s'exposer à ce phénomène, à cet événement. D'autant plus qu'un feu de batterie lithium, ça ne s'éteint pas à l'eau, ça s'éteint avec des moyens extrêmement particuliers. C'est un feu de métal. Et donc, généralement, ça engendre des dégâts considérables dans l'environnement dans lequel ça se passe. Donc, on est resté prudent, peut-être un peu trop, mais de toute façon, on n'a pas fait le pas. Euh, alors, dans l'investissement, on a dit, on s'est donné les moyens d'avoir un parc qui répond au pic de saisonnalité. En fait, nous, on est exposé à un pic de saisonnalité très important, c'est-à-dire qu'entre juin et septembre, on double ou on triple notre activité planeur parce qu'on a énormément de visiteurs qui viennent nous voir de tous les pays d'Europe. Et donc, on a besoin d'avoir des véhicules de piste qui ont une grosse activité. Et donc, on a justement dimensionné notre parc de Golfettes en fonction du pic de saisonnalité. Pourquoi? Parce que justement, il faut éviter les décharges profondes. Ensuite, la deuxième chose, en termes d'investissement, on a un abri géré mais tempéré avec un chargeur par véhicule à poste. Chaque véhicule a son emplacement. Et les chargeurs, on les a pris du type Smart Charger pour Club Car, c'est-à-dire c'est exactement le type de chargeur qui était recommandé par Aude dans l'instant, avec un indicateur de charge, un algorithme de charge approprié par phase. Donc, la montée en puissance du chargement est régulée par un algorithme informatique et un système aussi d'équalisation périodique pour déstratifier l'électrolyte. Ça, c'est quelque chose qu'il faut faire régulièrement parce qu'au fur et à mesure des cycles de charge et de décharge, l'électrolyte a tendance à se stratifier et la batterie perd un peu de sa capacité. Donc, ça se passe, c'est un phénomène chimique qui se passe au niveau des plaques et puis qui limite un petit peu les potentiels de chargement et de déchargement des batteries au cours du temps. Alors, on n'utilise que des batteries à décharge profonde, à plaque épaisse, parce qu'il y a deux types de batteries. Il y a des batteries de démarrage de véhicules. Donc, effectivement, ça donne énormément de puissance avec un à-coup très bref. Par exemple, ceux des véhicules de tourisme. Mais ensuite, elles sont pratiquement rechargées dès que le véhicule roule.
Par contre, nous, ce n'est pas le cas. On a quand même des décharges qui sont longues et des recharges qui sont plus espacées. Donc, on utilise ce type de batterie qu'on appelle des batteries cycliques semi-traction ou deep cycle, c'est-à-dire avec des plaques épaisses. Ensuite, on équipe les golfettes d'une jauge de batterie, c'est simplement un voltmètre avec un indicateur de décharge qui permet de bien mesurer le niveau de décharge qu'on atteint au niveau des batteries. C'est-à-dire qu'on n'a pas un système automatique, etc., comme un DMS, mais déjà, la personne qui utilise la golfette, il s'aperçoit tout de suite si la batterie atteint un niveau de décharge qui nécessite un retour à la charge rapide avant d'avoir une décharge profonde. C'est-à-dire, on compte sur la responsabilité des gens pour justement ne pas pousser des décharges profondes par une utilisation qui n'est pas maîtrisée ou contrôlée. Enfin, en termes d'investissement, on dispose d'un hydromètre, c'est-à-dire d'un système qui mesure la densité de l'électrolyte des batteries, de façon à éventuellement changer l'électrolyte. Ça s'achète, c'est tout simplement un mélange à base d'acide sulfurique. Et donc, si effectivement l'électrolyte se dégrade dans le temps en raison de la chaleur ou de cycle de charge, on peut changer l'électrolyte si la densité de l'électrolyte diminue trop fortement une fois que les batteries sont chargées. Enfin, on dispose de bouteilles à canule. Alors ça paraît tout bête, mais pour le remplissage de distillés, on verra dans la partie entretien, hein, là c'est plutôt pour la partie investir, mais dans la partie entretien, parce que c'est une opération qu'on doit faire extrêmement souvent et donc il faut être bien équipé pour la rendre facile et simple. Voilà, j'en ai terminé pour l'investissement. Vous avez des questions sur la partie investissement? Bien, alors je vais partir sur l'entretien. Là encore, on fait, comme on dit en anglais, simple is beautiful. On a des cycles et on essaye d'être rigoureux dans ces cycles. Donc, à la mise en service d'un jeu de batterie, on essaye d'évaluer la base de référence d'autonomie, c'est-à-dire sur quelques cycles de charge et décharge, on regarde combien on peut faire de trajets d'aller-retour sur la piste, de récupérer le nombre de planeurs, etc., pour savoir quelle est l'autonomie du véhicule. Et si cette autonomie est grande, par exemple, dans les basses saisons, on va sortir ce véhicule en premier, de façon à ne pas sortir toute la flotte quand on a peu de déplacements en piste à faire. Donc, on va donner des priorités en fonction du type de batterie et du type de véhicule en termes d'autonomie. Tous les mois, alors là, c'est très rigoureux, on a une petite fiche par véhicule et le responsable du parc, on a une personne qui s'est chargée de ça. On nettoie les cosses et on vérifie l'étanchéité des batteries, c'est-à-dire on vérifie l'enveloppe des batteries. Parce que s'il y a une batterie qui commence à se dégrader, ça va avoir un impact sur toutes les autres batteries du jeu de batterie de la même golfette. Donc, il ne faut pas se laisser dégrader une batterie s'il y a jamais une batterie qui fuit sur l'enveloppe ou que l'enveloppe est un peu cassée ou qu'il y a eu un problème. Il faut vite changer cette batterie avant que ça n'interfère avec le potentiel des autres batteries. Alors, on vérifie la densité de l'électrolyte à l'hydromètre. Éventuellement, on change l'électrolyte s'il y a un problème, mais c'est très rare en fait. Et on procède à la déstratification de la batterie avec l'égalisation du chargeur de batterie. C'est une fonction spéciale et on met ça une fois par mois, ce qui permet de contrôler effectivement la stratification de la batterie, de l'électrolyte dans la batterie sur les plaques. Toutes les semaines, alors c'est le jeudi, le chef pilote il définit avec l'accord des membres un certain nombre de membres, 3 ou 4, qui sortent toutes les golfettes. On les met dehors sur le parc et ensuite on procède à un certain nombre d'opérations. Donc on vérifie complètement les niveaux de chaque compartiment de toutes les batteries et on les remplit, on complète le niveau avec de l'eau distillée et ces fameuses pipettes qui permettent de mettre avec précision de l'eau distillée dans les batteries sans dépasser le niveau et sans en mettre partout à côté. On élimine les sources de fuite de courant en lavant les batteries au jet. Alors ça, c'est important parce qu'entre les deux cosses de batterie qui sont séparées de 10 cm, quelquefois, on a de la boue, on a de la poussière. Si cette boue et cette poussière devient humide, on a une décharge entre les deux cosses qui font que les batteries, elles se déchargent même sans être utilisées. Et donc, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Après avoir bien rebouché tous les bouchons de batterie
qui ont été complétés par de l'eau distillée, eh bien, on lave tout simplement à grande eau au jet toutes les surfaces de batterie de façon à ce qu'elles soient propres et qu'il n'y ait pas de décharge de fuite de courant entre les deux pôles des batteries. Et enfin, petit détail, mais qui a son importance, et on vérifie et on rétablit la pression des pneumatiques. On s'est aperçu que des pneumatiques qui étaient mal gonflés ou sous-gonflés consomment beaucoup plus font consommer beaucoup plus de courant que des pneumatiques bien gonflés. Donc c'est tout bête, mais ça a un impact très important sur la durée de vie et l'autonomie de la Golfette sur sur un cycle de charge. Voilà, ça c'est les entretiens préventifs qu'on va faire régulièrement sur nos Golfettes. Donc tous les mois, toutes les semaines, il faut pratiquer ces entretiens. Ce qui nous permet de porter en moyenne, on a 5 Golfettes, on achète un jeu de batterie par an. Donc, en fait, chaque jeu de batterie dure à peu près 5 ans. On arrive à les faire durer 5 ans, en les gérant bien en termes d'investissement et d'entretien. Après, le troisième volet, c'est investissement-entretien, il y a les opérations. Et sur les opérations, là encore, il faut être extrêmement précis, strict. On utilise tout le parc disponible pour éviter des charges profondes en fin de journée. C'est-à-dire qu'en fait, surtout quand on a pas mal de mouvements de planeur, donc ce n'est pas la peine de dire on n'en sort que 2 ou que 3, etc. Vaut mieux en sortir le maximum parce qu'on en rentre le maximum avec des décharges qui sont légères. Et donc les batteries durent plus longtemps. Si par malheur, le matin, on aperçoit qu'il y a une batterie qui n'est pas à son niveau de charge normal, il ne faut pas la sortir. Parce que très très vite, elle va tomber en décharge profonde. Donc ça doit être quelque chose sur lequel on communique énormément vis-à-vis des utilisateurs de façon à ce qu'il n'y ait pas une mauvaise utilisation de ce type de batteries qui sont mal chargées. L'autre élément, c'est qu'il faut limiter les vitesses d'évolution en piste. Alors j'ai vu ça pour les pulses, c'est vrai aussi pour les batteries au plomb. Plus on va vite, plus on utilise au kilomètre, plus on utilise d'énergie. Et donc, on a tout simplement mis des petites cales sous la pédale d'accélération qui limitent, des cales en bois, hein, toutes simples, qui limitent la vitesse d'évolution en piste. Et donc, on s'est aperçu que les gens sont beaucoup plus raisonnables et ne circulent pas à des vitesses excessives. Encore une fois, si on va moins vite et qu'on tracte plus de planeurs, par exemple 2 planeurs à la fois avec une Golfette, on économise beaucoup d'énergie de traction. Donc, vaut mieux tracter 2 planeurs en parallèle à faible vitesse que tracter un planeur et de faire des allers-retours entre la piste et le hangar. Surtout que chez nous, ça fait pas loin d'1 kilomètre, de façon à ce que dans les opérations, on minimise la consommation d'énergie. Bien entendu, remettre en charge les batteries dès que nécessaire. Le problème, c'est que on aimerait bien nous avoir des systèmes de charge de batterie au starter. Malheureusement, le starter est très très loin de nos zones d'opération et on n'a pas pu tirer un câble. Mais quand c'est possible, il faut pouvoir le faire. C'est-à-dire au starter, quand la Golfette n'est pas chargée, eh bien on la met en charge et ça doit beaucoup beaucoup aider. L'élément suivant, c'est qu'on s'est aperçu qu'il y a des gens qui branchent la prise sur la Golfette à partir du chargeur et ils s'en vont. Mais très souvent, le branchement n'est pas complet, la prise n'est pas branchée à fond ou le chargeur n'est pas allumé et on se retrouve le lendemain matin avec une batterie pas chargée, enfin un jeu de batterie pas chargé. Ce qu'il faut demander absolument aux gens qui utilisent les batteries, c'est de vérifier positivement la remise en charge. C'est-à-dire que quand on branche la Golfette, eh bien, on va voir sur le chargeur si effectivement le système de charge notifie positivement de la charge, c'est-à-dire qu'il y a le voltmètre, par exemple, qui est remonté en puissance, ou les LED qui montrent le niveau de charge en cours sont positivement allumés, quoi. Enfin, un point extrêmement important aussi, c'est en cas de remorquage de la Golfette. Si la Golfette tombe en panne pour une raison ou pour une autre, ce qui peut arriver, un problème de circuit, un problème, il faut absolument couper le circuit entre la batterie et le moteur. En général, il y a un coupe-circuit qui est situé à la sortie des batteries ou à l'entrée du moteur, parce que le moteur, en tournant en remorquage, génère un courant qui décharge les batteries.
et qui peut abîmer aussi le stabilisateur, enfin le circuit électrique. Donc, on a très souvent des golfettes enfin, on en a eu quelques-unes, des golfettes qui ont été complètement déchargées à cause d'un remorquage qui a eu l'occasion de se faire sans couper le circuit entre batterie et moteur. Donc ça, c'est très important. Voilà. Bon, j'ai couvert les points, disons, d'investissement, ce qu'on regarde à l'investissement, les points qu'on regarde au niveau des procédures d'entretien, et ensuite les procédures d'opération journalière à établir, à bien communiquer et à faire respecter. Ça nous permet d'avoir des cycles qui durent pas loin de 5 ans pour un jeu de batterie. Merci beaucoup, Jean-François. Euh, je suis aussi convaincue que les bonnes pratiques bah ouais, sont indispensables. Tout ce qu'on peut faire au quotidien a vraiment un impact sur le long terme. Donc, c'est super tout ce que tu proposes. Et d'ailleurs, tu as regroupé l'ensemble de ces éléments et bien plus encore dans un document dont on vous donnera le lien à la fin de la présentation. Ouais, Est-ce qu'il c'est y a des un questions? petit document de synthèse, mais j'insiste beaucoup sur les 3 aspects. Il y a l'aspect investissement, l'aspect entretien et l'aspect procédure d'opération journalière par les utilisateurs qui sont à considérer, à largement communiquer à l'ensemble, parce que nous, on n'est pas loin de 400 membres, donc presque 500, je crois. Et effectivement, c'est difficile de bien communiquer toutes ces procédures à tous les membres parce que ce sont tous des utilisateurs potentiels. Mais ça vaut le coup. Y a-t-il des questions? Alors oui, une question générale de James. Peut-on recevoir le diapo de présentation en mail? Sauf erreur, il sera mis à disposition de tout le monde après le webinaire. Je vous propose de basculer sur la dernière partie, réglementation et assurance. Donc, 2 prérequis incontournables au niveau de la réglementation finalement. D'une part, le véhicule doit être inscrit au parc via GESASO pour être assuré. Tout est expliqué, il y a plusieurs catégories, le coût d'inscription du véhicule est indiqué. Et ces informations-là, vous les trouvez dans le guide du dirigeant que tous les présidents de club reçoivent normalement par email et qui est aussi accessible sur Spiralbox. Les conducteurs des véhicules de piste doivent être absolument licenciés FFVP. On ne peut pas faire conduire un véhicule par quelqu'un qui n'a pas la licence parce qu'en fait, on n'est pas assuré dans ce cas-là. Et puis évidemment, il faut avoir le permis correspondant pour pouvoir être assuré. Donc pour les moins de 16 ans, il y a la possibilité de passer le BSR qui est devenu maintenant la catégorie AM du permis de conduire. Donc ça permet notamment de conduire des véhicules comme le Pulse par exemple, ou comme des petites golfettes légères. Donc justement, en fonction du type de véhicule, de la puissance, de la capacité en termes de place, etc., il y a des prérequis un peu différents. Donc là, j'ai extrait ce tableau de la fiche technique numéro 3, assurance RC des véhicules de piste, qui est à votre disposition sur Spiralbox. Et je me suis intéressée en particulier pour tout ce qui est mule, golfette, voiturette. Et donc on voit qu'on a bah voilà, des contraintes un peu différentes. Tant que le véhicule est un véhicule avec une cylindrée qui est limitée, avec une motorisation qui est aussi limitée et qui ne dépasse pas 45 km/h et 2 places maximum, il suffit d'avoir le BSR, enfin, ou la catégorie AM du permis de conduire. En revanche, pour tous les autres véhicules quadricycles qui sont lourds, et qui dépassent les valeurs qui sont données ici, avec toutefois une limite sur la puissance du moteur, et un poids à vide qui ne dépasse pas les 400 kg et qui peut faire plus que 4 places. Là, il faut avoir minimum 16 ans et le permis. Alors là, on est dans le cas souvent le permis B ou B1, vu que on est après 2013.
Donc voilà, bien s'assurer que les jeunes, notamment, en fait, souvent, c'est les jeunes, la zone, enfin, qui sont pas forcément en règle par rapport à ça. Bah voilà, le BSR, c'est quand même, c'est indispensable, quoi. Et pour le passer, c'est à partir de 14 ans. Donc, des mineurs qui ont moins de 14 ans ne peuvent théoriquement pas conduire des véhicules de piste, de type mule, golfette ou voiture. Ils peuvent faire du vélo, par contre. Mais bon. Et donc, au niveau des assurances des véhicules, l'ensemble des contrats sont à disposition de tous les licenciés sur la bibliothèque fédérale Spiralbox. Donc là, si vous cliquez sur le lien, ça vous ouvre directement euh, le document qui contient, enfin le répertoire qui contient tous les contrats. Et donc, c'est important d'en prendre connaissance, aussi bien pour les dirigeants de club, qui portent quand même une responsabilité, mais aussi pour les licenciés. Et là, j'ai mis des liens vers le contrat AXA RC des véhicules de piste, la fiche technique numéro 3 qui explique tout sur les conditions d'assurance des véhicules de piste, et puis il y a également le guide du dirigeant sur les assurances. Donc pour conclure ce webinaire sur les véhicules de piste et l'entretien des véhicules et des batteries, bah, on peut rappeler que les consignes d'utilisation sont vraiment essentielles pour pouvoir mettre tout le monde au même niveau sur les, bah oui, les informations, les bonnes pratiques qui permettent de prolonger la durée de vie des véhicules et des batteries. Euh, et puis Jean-François l'a détaillé, un entretien proactif est indispensable. Euh, il faut s'en occuper, sinon évidemment les batteries vieillissent et, euh, et, et puis ben voilà, on est obligé d'en racheter un peu plus souvent. Éviter les déplacements inutiles avec les véhicules de piste, ça je pense que c'est aussi un point super important. Euh, on fait souvent par confort ou par, je sais pas, manque de temps ou flemme, des déplacements, des petits allers-retours entre le club et le bout de piste pour récupérer quelque chose, alors qu'on pourrait par exemple le faire à vélo ou à pied. Ça permettrait en même temps aussi de faire un peu d'activité physique, ce qui ne nuit pas. Donc voilà, l'aspect optimiser les déplacements, c'est très important aussi. Et puis sur la réglementation, bah, bien s'assurer dans quel cadre légal vous vous trouvez avec la fiche technique numéro 3, et puis de vérifier aussi que tous vos véhicules sont bien déclarés au parc via GESASO et que bah, vos membres utilisateurs sont bien assurés. Et je vous remets ici un certain nombre de liens qui peuvent être utiles. Donc il y a la notice, la super notice écrite par Jean-François sur l'entretien des voiturettes de piste électrique. Une fiche d'information et de conseil de la fédération, le contrat de nouveau, et puis un lien sur la charge d'une batterie, en gros, quels sont les aspects à prendre en compte pour optimiser la charge d'une batterie au niveau des réglages du chargeur, etc. Voilà, avez-vous des questions? Oui, Didier. Oui, Ça concerne quand on recharge la golfette la nuit dans le hangar. ouais. Est-ce qu'il y a une déclaration d'assurance spéciale? Alors, je vous dis ça pourquoi? J'ai acheté une voiture électrique et compte tenu du risque d'incendie pour certains véhicules, j'ai été obligé de la déclarer à l'assureur qui m'a imposé un circuit de branchement électrique spécial dans mon garage, Mhm. avec une ligne directe au compteur et non pas sur une prise classique. Est-ce que, il faut qu'on contacte nos assureurs, je parle des hangars, pour leur dire, nous allons mettre en place des véhicules électriques, des Golfettes. Y a-t-il une assurance complémentaire ou est-on couvert? C'est une excellente question à laquelle je n'ai pas la réponse. Peut-être que Parce que ça, Jean-François. Alors, c'est hors assurance. j'ai peut-être un bout de réponse. Ah, oui, C'est j'en profite. qu'il y a une nouvelle norme qui est sortie en 2014 sur la protection des circuits électriques, et en particulier d'un certain nombre de circuits d'opération qui pourraient présenter des dangers.
particulier. Alors, je pense que la recharge de batterie est un danger particulier, qui est surtout sur l'aspect foudre. C'est-à-dire que, et je crois qu'on a eu un événement récent à Coulommiers, si j'ai bien entendu, Oui, la foudre est tombée sur un hangar. La foudre peut tomber aussi sur le réseau électrique du système, et donc qui impose nécessairement une protection foudre pour ces circuits électriques. Alors c'est la norme, je l'ai vu il n'y a pas très longtemps parce qu'on en a parlé justement au niveau de notre... je vais essayer de se retrouver ça très rapidement. Euh, C'était dans notre discussion... Non, je ne vais pas la retrouver rapidement, mais c'est une norme sur les circuits électriques et les protections foudre qui, justement, impose des protections particulières parafoudre sur le circuit électrique dans certains cas. Et en particulier, il y a des régions qui sont classées régions importantes pour la foudre. Je crois que c'est AQ1 ou AQ2, ou RQ1 et RQ2. Et effectivement, ça nécessite des protections. Alors ça, c'est simplement la protection. Maintenant, au niveau assurance, j'ai compris que aussi, si le circuit n'était pas protégé, on ne pourrait pas avoir un recours à son assurance qui va dénier effectivement le remboursement des dégâts. Voilà. voilà. Merci. Donc, à fouiller un petit peu plus. Oui, oui, il On faut en a penser discuté il n'y a pas très longtemps. Ah si, j'ai retrouvé là. C'est la norme NFC 1500 de NFC août 1500. 2024 concernant la protection foot des circuits particulièrement exposés aux, aux éléments de foudre. Donc, il y a un certain nombre de catégories, il faut les regarder, mais effectivement, il y a de nouvelles normes électriques qui sont très, très spécifiques sur ce sujet. Pourquoi? Parce que les éléments climatiques sont de plus en plus nombreux et les assurances essayent de se protéger de plus en plus sur les remboursements dus à des phénomènes climatiques qui deviennent de plus en plus nombreux et de plus en plus sévères. Non, parce qu'on a le même problème pour recharger les avions électriques. Alors, au club, ici, on n'a pas donné l'autorisation de recharger les avions électriques dans les hangars. D'accord, On a demandé aux gens qui ont des avions électriques, des FS, d'emmener les batteries chez eux et de les recharger à leur domicile à leur risque et péril. d'accord, d'accord. Merci. Encore une fois, un feu de batterie, en particulier lithium-ion, c'est incontrôlable. Ah ouais, c'est incontrôlable. Ouais, ouais. Enfin, si, c'est contrôlable, mais il faut des équipements extrêmement spéciaux. Il y a maintenant des extincteurs particuliers pour ces batteries. Et on pourrait demander effectivement à avoir un extincteur au pied de chaque planeur, mais en plus, on n'est pas en veille sans arrêt, et Ah le temps non. qu'on arrive, on a un feu qui s'est développé d'une façon extrêmement sévère. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a encore des questions? C'est tout bon, merci, on a tout bien compris. Parfait. Bon, en tout cas, s'il restait des questions par rapport à ce qu'on a développé ce soir, vous pouvez toujours contacter la commission développement pour tout ce qui est technique ou financier, même si on ne soutient plus directement les projets avec la subvention qu'on avait avant. Et pour tout ce qui est assurance ou juridique, vous avez la commission assurance ou bien l'adresse licence assurance qui sont vraiment spécifiquement axés sur les licences assurance de la fédération. Et vous avez le contact de Clara Giraudon, qui est la juriste de la fédération et qui pourra vous aiguiller en cas de doute. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention, pour vos questions. C'était très enrichissant pour moi aussi. Et le webinaire sera mis en replay sur notre chaîne YouTube et je pense que vous aurez aussi accès au support de la présentation. Voilà.